Bien, bonjour, je m'appelle Christian Gollier, je suis titulaire de la chaire annuelle Avenir commun durable cette année. Je suis aussi directeur de la Toulouse School of Economics. Donc je suis ce matin nommé gardien du temps pour au moins la matinée pour cette conférence Avenir, quel temps d'attente. Et donc je passe directement la parole à Thomas Romer, administrateur du Collège de France. Merci, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Apparemment, vous avez dû attendre dehors parce que les portes se sont ouvertes un peu tardivement, donc on s'en excuse. Mais le plaisir est d'autant plus grand de vous accueillir pour cette deuxième manifestation scientifique de l'initiative Avenir commun durable, qui aura aujourd'hui comme titre « Avenir, quel temps d'attente, prévision, vision du temps ». Évidemment, c'est l'endroit idéal ici au Collège de France pour accueillir cette initiative, non seulement parce qu'elle émane de Jean-Marie Tarascon, collègue et professeur ici, mais aussi parce qu'elle fait appel à la transdisciplinarité, qui est un des points forts de notre institution, puisque les professeurs des chaires couvrant des domaines fort variés ne travaillent pas d'une manière isolée, mais sont en contact permanent les uns avec les autres, ce qui produit un croisement et un enrichissement mutuel des disciplines. Donc le colloque d'aujourd'hui, que notre collègue Dario Mantovani vous présentera dans peu de temps, fera en effet dialoguer des professeurs en sciences humaines et sociales et en sciences dites exactes. Pour mettre en avant cette nécessité de faire enquête, de dialoguer, voire de confronter des idées et des résultats scientifiques, ce colloque va combiner des conférences, vous avez vu le programme, et aussi des tables rondes qui permettront d'approfondir les propos des intervenants. La question d'un avenir commun durable nous interroge en effet sur notre construction de l'avenir, construction évidemment aussi du temps qui influence nos visions de l'histoire de l'avenir. L'analyse de cette question sera au centre de ce colloque. Comment imaginer l'avenir à partir d'une situation de crise ? Cet avenir n'est-il pas aussi lié à notre perception du passé et du présent ? Le passé se reconstruit et se construit de la même manière que les prévisions de l'avenir. Et je voudrais vous citer un proverbe mongol, j'espère qu'il est vrai, je l'ai trouvé, que j'aime beaucoup. « On ne sait jamais de quoi le passé sera fait demain ». Donc je pense que c'est en effet un peu aussi un des enjeux de ce colloque. Et puis, puisque on m'a donné un quart d'heure, 20 minutes, donc il faut que je meuble un peu ça, je vais un peu vous présenter des réflexions sur le temps à partir en fait de ma spécialité, les sciences bibliques, qui s'intéressent aussi d'une certaine manière au temps, parce qu'en effet, le judaïsme, le christianisme et l'islam partagent en fait une vision eschatologique du temps, puisqu'il se base sur l'idée d'un temps linéaire. Il y a une création qui met le point zéro, et puis il y a un fin du temps qui n'est pas forcément un fin absolu, mais qui en effet passe par une sorte de collapse, catastrophe, jugement dernier dans le christianisme, et qui fait éventuellement advenir autre chose. Donc pour la Bible chrétienne, l'exégète Hermann Gunkel avait parlé de Urzeit et de Endzeit, puisque la Bible commence avec le récit de la création dont je vous parlerai juste un petit peu, et se termine dans l'Apocalypse de Jean, qui est le dernier livre de la Bible chrétienne, par cette vision en fait de la fin des temps, mais aussi de l'advenir d'une nouvelle Jérusalem. Cette vision eschatologique et linéaire n'est pas le seul dans la Bible et pas non plus le seul dans notre manière de percevoir le temps. C'est pour cela que je voudrais brièvement, vous le connaissez sans doute, vous parler des différents temps selon Thomas Luckmann, qui a écrit, à mon avis, un article très important, « Les temps vécus et leurs entrecroisements dans le cours de la vie quotidienne ». Donc en fait, Luckmann dit on a plusieurs manières de vivre le temps. Alors, je ne vais pas parler si le temps existe, mais il y a différentes manières de vivre le temps. D'abord, il parle du temps intérieur et intersubjectif. Le temps intérieur, qui est subjectif, c'est le présent de l'individu qui a deux horizons en fait temporels, le passé
et le futur. Donc on est toujours entre le passé et le futur. Donc c'est aussi une structure rythmique du temps intérieur parce que nous sommes tous marqués par une sorte d'alternance entre éveil et sommeil. Et puis il y a ce qu'il appelle le temps intersubjectif, où le temps en fait doit s'adapter d'une certaine manière à la vie sociale, donc il faut synchroniser les temps intérieurs. Il faut en effet se mettre d'accord quand il y a le sommeil, quand il y a le réveil, quand il y a les activités, quand il y a les repos. Donc c'est un temps qu'on peut transmettre et apprendre. Ensuite, il y a ce que Luckmann appelle le temps biographique, à savoir qu'il existe dans chaque société en fait des modèles biographiques qui forment sur le mode narratif la reconstitution du passé, qui sont en effet des étapes préalables à des catégories temporelles historiques spécifiques et qui permettent en fait, troisième distinction de Luckmann, ce qu'il appelle le temps historique, à savoir la construction d'une histoire à partir des schèmes biographiques, construction d'enchaînements dotés de sens, construction aussi des historiographies ouvertes sur l'avenir et puis évidemment qui peuvent être très très différents, variés selon les contextes et aussi selon les groupes qui véhiculent ces idées. Alors, vous connaissez tous et toutes l'ouverture de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'analyse, mais littéralement, en fait, ce n'est pas au commencement, c'est dans un commencement. Ça, c'est déjà très intéressant parce que voilà, ce n'est pas un commencement absolu, ce n'est pas une création ex nihilo. Il y a déjà quelque chose qui préexiste, mais ce qui m'importe dans ce texte aujourd'hui, c'est qu'en fait, la première chose qui est mise en place, c'est la lumière, parce que les ténèbres sont déjà là. Les ténèbres, vous n'avez pas besoin de les créer, sont déjà là. La lumière, par contre, est créée pour qu'il y ait cette alternance jour et nuit. Et puis, c'est le temps, en fait. Donc, Dieu appelait la lumière jour, il appelait les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, jour 1. Et avec ça, l'apparition de la lumière signifie donc l'apparition du temps. Vous avez ensuite la création intégrée dans un schéma historique du temps, puisque tout se passe en 6 et 1 jours. En fait, c'est un temps qui est probablement inventé par l'auteur de ce texte. Donc, nous vivons tous dans son rythme de semaine qui vient de ce texte. Peut-être en reprenant des idées assyriennes que dans chaque mois, les 7, c'est toujours des moments néfastes. 7e jour, il ne faut pas sortir. Le 14e jour, il ne faut pas sortir parce que les dieux peuvent être mécontents, quelque chose peut vous tomber sur la tête, etc. Mais donc, là, on reprend en disant non, le 7e jour, c'est justement le jour du repos, donc il est positif, mais nous vivons en fait aussi dans ce temps cyclique d'une certaine manière qui, évidemment, s'accompagne des commémorations annuelles, des vacances, des fêtes, etc., vous savez ça. Mais en même temps, nous avons aussi ce temps linéaire qui est entrecoupé aussi par des événements voilà, qui sont imprévisibles, puisque le temps cyclique est plus ou moins prévisible, le temps linéaire est aussi imprévisible. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire des grands dessins, pensez au Covid, pensez à ce qui se passe en Ukraine. Donc c'est des choses qui sont difficiles à prédire, mais qui en fait vont structurer aussi notre perception du temps. Donc je vous donne juste un exemple en ce qui concerne la manière dont la construction de l'histoire biblique se précise, c'est à partir justement aussi d'un événement de crise en 587 avant l'ère chrétienne. Jérusalem est détruit par les Babyloniens, le royaume de Juda a cessé de disparaître et donc tous les repères traditionnels, que ce soit le temple, que ce soit le roi, que ce soit l'unité territoriale, tout ça en fait s'effondre et puis il faut en effet reconstruire. Reconstruire avec, avec quoi ? Avec des réflexions, avec des idéologies et c'est aussi un peu une situation qui n'est pas totalement sans pouvoir comparer à ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à la question justement qui nous occupe aujourd'hui. Et pour finir, quand je m'étais intéressé un peu à cerner comment les différents discours bibliques réagissent à cela,
je suis tombé sur cet ouvrage qui n'a absolument rien à faire avec la Bible. C'est un ouvrage d'un sociologue allemand, Armin Steil, de l'école weberienne, et qui a écrit ce livre magnifique, Sémantique de la crise, Krisensemantik, où il s'intéresse en fait au fait que le mot crise entre de manière forte dans les langues européennes aux alentours de la Révolution française. Bon, le mot existe évidemment, il vient du grec, etc., mais dans toutes les langues européennes, les langues majeures européennes, le mot crise en fait apparaît à ce moment-là. Et face à ce discours sur la crise, il distingue en fait trois idéotypes qu'il appelle le prophète, le prêtre et le mandarin pour en fait caractériser différentes attitudes par rapport à ce qu'on peut appeler une crise. Alors le prophète, pour lui c'est quelqu'un comme Rousseau par exemple. Le prophète, il est encore marginal, mais il a quand même des moyens à faire passer ses idées, et pour lui la crise elle est magnifique, elle est nécessaire parce qu'elle va nous amener à un avenir meilleur. Donc comme on dit dans la Bible, ne vous souvenez plus du jour ancien, tout ça c'est fini, des choses nouvelles vont arriver. Donc il y a en effet l'idée que la crise est nécessaire, elle va nous permettre en fait de dépasser le temps ancien pour arriver vers un temps beaucoup plus agréable. À l'opposé, vous avez ce que Steil appelle le prêtre, qui en fait est juste le contraire. C'est des gens qui sont en effet enracinés dans l'ordre ancien, qui considèrent que la crise est arrivée parce qu'on n'a pas respecté l'ordre ancien, qu'il faut juste revenir à cet ordre-là, et tout va bien. Donc en fait, c'est un peu la restauration, donc l'idée qu'il faut retourner aux origines qui sont en effet glorifiées. Je ne vous pète pas de tableau par rapport au discours qu'on avait avant les élections présidentielles. Donc vous avez aussi quelques mythiques retours aux origines par rapport à ce qu'on peut imaginer comme être une situation de crise. Et la troisième attitude, ce que Steil appelle le mandarin, c'est en fait souvent des universitaires, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que suite à la Révolution française, on a aussi la discipline de l'histoire, de l'historiographie qui va s'établir dans les universités. Donc l'idée, en fait, c'est crise, oui, mais pourquoi la crise est arrivée? Il faut essayer de la comprendre. Donc on va en effet avoir l'idée, il faut d'abord prendre des distances, il faut faire en fait une histoire, une historiographie pour analyser l'arrivée de cette crise. Et il me semble, mais ça je vous le dis comme ça parce qu'il y a des spécialistes bien plus experts de cette question, que c'est en effet des attitudes qu'on peut assez facilement utiliser pour toutes sortes de discours autour de ce qu'on peut appeler une situation de crise par rapport à ce qui nous intéresse sur l'avenir commun durable. Vous avez des discours eschatologiques dans les deux sens. Vous avez des discours apocalyptiques, c'est la fin des haricots, mais vous avez aussi un discours, donc tout va s'écrouler pour qu'on va avoir en fait un avenir sans tous ces carbons et d'autres choses néfastes. Vous avez des gens qui disent il faut juste faire comme on a toujours fait, c'est la seule manière de continuer. Et puis vous avez ceux qui essayent un peu de comprendre pourquoi on doit quand même changer, même si on n'a pas forcément la solution. Voilà, donc c'était ma petite introduction que je termine en remerciant encore une fois les organisateurs, Jean-Marie Tarascon, Dario Mantovani et tous les intervenants de ce colloque aujourd'hui. En vous remerciant également, vous, le public, d'être venus. Et puis, comme vous l'avez vu dans le programme, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions, de participer au débat. Donc je vous remercie de votre attention et je donne la parole à Jean-Marie qui va dire quelques mots au nom du projet Avenir commun durable. Merci. Bonjour à tous, chers administrateurs, cher Thomas, chers collègues, chers publics. Je tenais à vous remercier pour votre présence et je suis ravi, au nom de l'initiative Avenir commun durable, de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième colloque
que nous organisons dans l'enceinte de notre belle institution. Ce que je vais faire dans ces quelques minutes, c'est un peu vous donner la genèse de ce projet. En effet, je tiens tout d'abord à rappeler que cette initiative émane de la volonté des professeurs de notre institution de se réunir, d'échanger et de mettre en perspective nos différentes expertises. Que nous soyons des sciences dures ou des sciences humaines, nous avons décidé collectivement de poser les bases d'une vision collective et transdisciplinaire sur un problème de société actuel, complexe et multifacette, celui de la transition environnementale et énergétique. Par cette initiative, le Collège de France démontre, comme il en a fait preuve tout au long de son existence, son engagement fort vis-à-vis des problèmes sociétaux importants. S'il est aujourd'hui terriblement banal de rappeler que le changement climatique est une réalité, le constat est malheureusement là. Il est aussi toujours pertinent de rappeler que la transition énergétique et environnementale que nous devons engager ne sera pas aisée. Nous sommes face à des défis technologiques, socio-économiques et planétaires colossaux. Les débats font rage dans la sphère médiatique et politique sans forcément permettre de trancher sur des choix difficiles. La COP 26, qui a eu lieu en novembre 2021 et dont le résultat est en demi-teinte, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la difficulté de faire agir de concert toutes les nations du monde. Des considérations géopolitiques et économiques finissent par prendre hélas le pas sur l'urgence climatique. Il n'en demeure pas moins que les questions sans réponse se multiplient et nous laissent tous perplexes. Pour n'en citer que quelques-unes, quelles seront les technologies de l'énergie du futur pour un environnement sain? On verra ça plus tard dans la matinée. Et quand seront-elles suffisamment ces mesures? Comment réglementer les marchés pour une répartition équitable des richesses et des ressources? De quelle façon nos institutions, nos industries peuvent-elles relever les enjeux financiers qui nous attendent? La transition coûtera cher. Qu'adviendra-t-il du vivant hors de la sphère humaine? De la biodiversité? Sera-t-elle la grande oubliée des politiques publiques? Ce sont tant de questions, tant d'incertitudes qui sapent le moral de nos sociétés et compromettent le bien-être des générations futures. L'impératif est là, nous devons agir, nous devons continuellement nous réinventer, tant les évolutions du monde qui nous entoure et du climat sont rapides et les technologies émergentes incertaines. C'est la prise de conscience de l'ampleur de ces problèmes qui a motivé la création de cette initiative ambitieuse au sein de notre institution. Institution où, depuis sa fondation, se croisent et s'entrecroisent les différents domaines du savoir, parfois loin de la zone de confort de chacun. Nous devons tout de même rester optimistes. Après tout, la crise de la Covid-19 a démontré notre capacité à faire face à l'urgence et à nous mobiliser pour trouver des solutions viables. Nous irons de l'avant. Mieux que ça, nous devons considérer ces défis comme une opportunité, une occasion de repenser le monde de demain. Cela étant dit, voyons maintenant nos missions, celles d'avenir commun durable. Fort de notre diversité d'expertise, nous souhaitons livrer au public, comme aujourd'hui, le fruit de notre réflexion sur différentes problématiques rencontrées. Cela afin d'éclairer les actes et les décisions de chacun d'entre nous, loin des discours idéologiques qui paralysent la concertation et l'action efficace. C'est dans ce contexte que d'une mission sera à notre niveau, évidemment, d'apporter une contribution éclairée au débat public. Nous souhaitons également diffuser des données scientifiques certifiées pour nourrir la réflexion de tous, mais aussi développer la recherche pour l'environnement et l'énergie. Voilà à peu près nos missions. C'est d'ailleurs dans ce cadre de fédérer et d'encourager les échanges que nous avons ensemble, au sein d'ACD, mis en place un appel à projets pour financer des recherches transdisciplinaires sur les enjeux de réchauffement climatique. L'objectif de cet appel est de nourrir, d'enrichir la réflexion de tous les professeurs afin que des discussions constructives puissent avoir lieu sur ce qu'il faut faire pour qu'advienne un monde commun durable. Cet état d'esprit de pluridisciplinarité s'est déjà esquissé lors de notre premier colloque, ici même, Changement climatique, transition et adaptation, en novembre dernier. L'exercice est également au cœur de notre rendez-vous aujourd'hui et je tiens d'ailleurs à remercier fortement le professeur Dario Mantovani pour l'organisation de la journée qui s'annonce passionnante. Enfin, nous avons la volonté forte d'aller à l'encontre de la jeunesse, dont l'anxiété face au monde qu'ils connaissent et voient disparaître est grande.
Cette éco-anxiété, dont nous parlons de plus en plus, n'est pas un simple mot à la mode. Il s'agit d'une réalité. D'ailleurs, une étude commandée en octobre à l'Ipsos par la Fondation du Collège de France et librement accessible sur le lien que vous avez mentionné ici, a mis en avant un constat étonnant. Si le sujet du changement climatique intéresse fortement la jeunesse, sa compréhension scientifique des enjeux, de l'état des faits, paraît parfois fragile. Les malentendus scientifiques peuvent biaiser leur perception de certaines solutions technologiques proposées. Par exemple, 50% des jeunes pensent que l'énergie nucléaire contribue autant au réchauffement climatique que le charbon. Il ne s'agit pas, là, d'émettre un avis pour ou contre le nucléaire, mais de nous assurer que les débats portent sur les bonnes questions. Nous devons repenser nos interactions avec les jeunes, mettre en place des moyens de communication auxquels ils sont sensibles et auxquels ils adhèrent. Notre action, en plus d'être scientifiquement fondée, sera pédagogique et accessible. Nous ne ferons pas de l'élitisme. Le changement climatique nous concerne tous. Nous devons nous adresser à tous. Nous travaillons ainsi à l'élaboration d'une série de courtes vidéos explicatives des notions clés de la transition énergétique qui cherchent à combiner à la fois le sérieux de notre institution et l'attractivité et l'accessibilité de nouveaux médias. Le premier de ces ébauches sera directement lié au transport décarboné. Sans détailler l'ensemble des actions envisagées dans le cadre d'ACD, le temps ne me le permet pas ici, j'aimerais attirer votre attention sur la chaire annuelle Avenir commun durable, qui accueillera chaque année, pendant 5 ans, un expert reconnu de différentes thématiques liées au changement climatique. Christian Gaulier, qui nous fait d'ailleurs le plaisir d'être là aujourd'hui, est le premier titulaire de cette chaire, et je vous invite à voir ou revoir son cours intitulé « Vous connaîtrez, je pense, la formule « Fin du mois et fin du monde. Comment concilier économie et écologie ?» J'ai le plaisir de vous annoncer également, quasiment en exclusivité, que la prochaine titulaire de la chaîne sera Madame Laurence Boisson de Chazoun, professeure à l'Université de Genève et qui est de plus une spécialiste du droit international de l'eau. Sans en dire trop, nous accueillerons également l'année d'après un historien américain dont le champ d'études couvre à la fois les évolutions des sociétés dans le temps, les changements climatiques et économiques. Pour terminer, j'aimerais revenir et insister sur un point. Oui, nous ferons les efforts nécessaires pour nous mettre à la portée de tous et adapter nos messages aux différents publics intéressés. L'accent sera mis sur la vulgarisation. Nos travaux et réflexions doivent être accessibles au plus grand nombre, sans rien sacrifier à la rigueur et au sérieux. Je conclurai en rappelant que le défi climatique nous concerne tous, bien au-delà du Collège de France. Nous agirons à notre niveau pour participer à l'émergence d'un monde meilleur, mais nous devons tous, collectivement et individuellement, redoubler d'efforts. Les acteurs économiques ont et auront un rôle majeur à jouer pour faire de la transition énergétique et environnementale un succès. Sans une forte contribution des acteurs privés, le changement sera peut-être possible, mais sans aucun doute, il sera beaucoup plus long, difficile et chaotique dans le temps imparti. Notre initiative a d'ailleurs pu voir le jour grâce à l'engagement de différents mécènes que je tiens à remercier ici. D'où le défi de taille, nous engageons avec conviction dans ce combat que nous menons tous collectivement en tant que citoyens d'un monde en partage. Et avec ce, bien, merci à tous de votre attention. Je vous souhaite un excellent colloque et j'espère qu'Avenir commun durable pourra poursuivre dans l'avenir. Merci.